Bonjour, je suis Yon Modgorion. Bonjour, je suis Kakot Missou, chef de service. Quel est ce véhicule? C'est la Seltos de deuxième génération. C'est une Seltos, et quand nous l'avons amenée chez The Most, beaucoup de gens s'y sont intéressés, mais tous disaient la même chose. Il y a vraiment beaucoup de personnes qui ne considèrent pas cette voiture comme une petite voiture. Pour définir précisément la Seltos, c'est une petite voiture que les gens achètent, même si elle est chère. Ils l'achètent même si elle est chère, oui, ce n'est pas dans un mauvais sens. C'est-à-dire que pour ceux qui décident d'acheter cette voiture, elle figurait fermement sur leur liste d'achat. La volonté de l'acheter. Oui, ce genre de voitures existe. C'est justement la Seltos. Chef, comme vous le dites toujours, l'une des voitures typiques, il y a la Ray. Pour les grands SUV, la Palisade, c'est vraiment une voiture impressionnante. Cette deuxième génération a vu son prix beaucoup augmenter, mais l'intérieur est devenu bien plus luxueux. C'est fou, donc d'une certaine manière, c'est la petite voiture haut de gamme de Kia. Petite voiture de luxe haut de gamme, oui. Voiture compacte de luxe. Pour ce qui est des parties visibles, même en cherchant bien, si on monte dans la voiture les yeux bandés et qu'on demande « c'est quelle voiture ?», je pense qu'on ne saurait pas. Je pense qu'on ne se rendrait même pas compte que c'est une petite voiture. Si on a les yeux bandés, on pourrait croire que c'est une EV6 ou même une EV8, oui, voire même une EV9. En fait, c'est à peu près pareil. En réalité, ce sont surtout de jeunes actifs qui achètent cette voiture. Débutant dans la vie active, comment peut-il acheter une voiture à plus de 40 millions de wons? Aujourd'hui, nous allons examiner en détail les caractéristiques de cette petite voiture et son châssis qui améliorent le confort de conduite, aspect souvent méconnu des jeunes actifs. Regardons ensemble. Oui. C'est un véhicule totalement nouveau. Waouh, regardons-le de près. Cela dit, je plaisantais en disant que c'est une petite voiture haut de gamme. Mais tout comme son prix, la Seltos a aussi reçu des vérins de capot. Oh oui, Seltos. Parmi les propriétaires actuels, il y a beaucoup de clientes chez nous. Et ce que les clientes disent de toujours, c'est « mettre le liquide lave-glace est difficile ». Les hommes disent de souvent que ce n'est rien, mais pour les femmes, ça peut l'être, car elles ont moins de force dans les bras. Sur ce point, c'est bien. Et cette fois, la plateforme a changé. L'ancien Seltos utilisait en fait une plateforme de deuxième génération, mais maintenant, avec l'application de la plateforme de troisième génération, comme vous pouvez le voir, la structure est celle qu'on voit souvent. Ils l'ont bien intégré, oui. La plateforme de troisième génération a une structure en diagonale, c'est de cette forme que vous parlez. Cela signifie que une plateforme conforme aux nouvelles normes de sécurité et au Small Overlap a été mise en place. Cette plateforme, appelée aussi K3, est utilisée de façon intégrée jusqu'à la compacte Hyundai Kia. Ah, donc même le Sportage utilise cette plateforme? Même si l'avant de la plateforme est partagé, l'arrière diffère légèrement. Oui, ce qui est dommage, c'est que ce moteur est désormais utilisé dans l'hybride. Ah. Ils ont choisi le groupe motopropulseur hybride 1,6 et non juste le turbo des Kona ou Niro. D'après l'essai du jour, l'hybride dépasse 43 millions de wons. Toute option, c'est ça. Plutôt que d'acheter ça, bien sûr, il vaut mieux passer à une gamme supérieure. Oui, mais alors, que se passerait-il s'ils avaient mis un hybride turbo 1,6 ? J'ai été un peu déçu par cette version parce que j'ai trouvé que la sensation était un peu étouffée. C'était un peu trop doux, donc c'est ce qui m'a un peu déçu. Le côté étouffé peut s'interpréter différemment, mais je pense aussi que les femmes pourraient avoir du mal à l'utiliser. La dernière fois, j'ai conduit un turbo à essence, et en passant à celui-ci, comme l'a dit le directeur, j'ai ressenti cette sensation un peu étouffée, c'est vrai. On ressent bien cette sensation étouffée. Il faut donc faire un essai routier, car cela dépend des préférences de chacun. Oui, donc maintenant le système hybride est enfin intégré dans le Seltos. En fait, à part les modèles électriques lancés par Hyundai et Kia, tous les autres modèles ont maintenant une version hybride. Il n'y a pas de Picanto, n'est-ce pas? Non, en excluant les petites voitures, c'est donc intégré. Jusqu'aux petites, donc petits, moyens, grands sont inclus. Seltos Sportage, Sorento. Carnival. Oui, c'est inclus. C'est vrai? C'est vrai, oui. Donc maintenant que la Staria est arrivée, c'est ça. Ah, la gamme est complète. Maintenant que j'y pense, il s'avère que la motorisation hybride est désormais disponible en option sur tous les véhicules. Oui, maintenant, en voyant l'hybride, vous constatez qu'il a aussi un module de frein intégré dans le module électronique du véhicule. Et pour ce qui est de la finition générale, eh bien, c'est un domaine dans lequel Hyundai Kia excelle vraiment. Bien. C'est plutôt bon. Aujourd'hui, chef, même dans les petites voitures, on utilise des supports en aluminium pour ces parties. Donc les marques qui sont vraiment sérieuses sur les bases, comme GM, mettront des supports en aluminium même dans le Trax à 26 millions de wons, mais chez Hyundai Kia, il n'y en a pas pour l'instant. Oh, j'aimerais bien qu'il le fasse. Avec un design aussi élégant, l'extérieur et l'intérieur devraient être à la hauteur. On dirait que c'est la tendance actuelle. Hyundai Kia semble plutôt se concentrer sur les équipements de confort et l'intérieur.
Pour les performances de base, comme la conduite et les comportements routiers, ils maintiennent simplement un certain niveau, ce qui est la tendance actuelle. Est-ce que j'en attends trop parce que ça s'est tellement amélioré? Non, ce n'est pas le cas. Parce que les véhicules que nous avons conduits récemment étaient déjà bons. Donc si Hyundai et Kia s'améliorent encore sur ces aspects, ils domineront complètement le marché. Ils sont vraiment sur le point de conquérir le monde entier. Parce que Hyundai et Kia, dans le segment des petites voitures, Les compacts? ce sont maintenant de grandes entreprises dans le segment des petites voitures. Donc elles fabriquent donc de bonnes petites voitures, elles les fabriquent bien, mais si elles pouvaient ajouter ces éléments-là, ce serait encore mieux. Oui, patron, maintenant nous allons regarder le train avant. Beaucoup de gens l'ont déjà vu, mais il y a encore des questions sur pourquoi nous regardons cela et comment le confort de conduite est créé à partir du train avant. Pouvez-vous nous expliquer cela? Tout d'abord, dans cette catégorie, c'est une structure à 100%. Structure McPherson, oui. On a repris la même structure McPherson. En tournant, l'amortisseur tourne aussi. Faites-le encore une fois, s'il vous plaît. Ah! Si je tourne, ça tourne maintenant? C'est ça. Cette structure, autrefois, l'amortisseur tournait et sa direction changeait, donc forcément la performance d'amortissement diminuait. Mais maintenant, avec l'application de technologies comme les amortisseurs à contrôle d'amplitude ou plus récemment les amortisseurs à contrôle de fréquence, cela s'est beaucoup amélioré. La plus grande différence de la double triangulation, c'est que peu importe comment on tourne, l'amortisseur ne tourne pas avec. L'amortisseur est fixé, il est bien fixé, n'est-ce pas? Ce n'est pas que ça pivote selon l'angle de la roue, l'amortisseur bouge toujours avec le même angle. Quand on tourne la roue, l'amortisseur suit. Or, Encore une fois? Oui. Oui, ça fonctionne comme ça? Oui. donc l'amortisseur tourne en même temps, mais cet amortisseur doit toujours rester fixe et fonctionner comme ça, il doit fonctionner de manière régulière. Mais quand la direction change, l'angle de l'amortisseur change aussi, n'est-ce pas? L'angle de carrossage, oui, il change. Ainsi, la sensation de conduite varie. Avec une suspension entièrement à jambe de force, l'angle de carrossage et d'autres paramètres changent selon l'orientation du volant ou en virage, ce qui nuit au confort. Tout ne dépend pas du confort de conduite. La stabilité et le réglage final comptent aussi. On ne peut pas ignorer les différences structurelles. Mais dans le cas la double triangulation, l'angle de carrossage reste toujours constant selon la position de la caisse, et comme l'amortisseur ne tourne pas avec la direction du volant, il était possible de maintenir un amorti toujours constant. Ils ont tout de même mis un porte-moyeu en aluminium sur la Seltos, ce qui est rare. Oui, c'est bien ici. Donc maintenant, L'aluminium. en ce qui concerne les alliages, il y a encore des gens qui disent qu'il y en a beaucoup, qu'il y en a moins. Mais si vous y pensez simplement, pour les voitures haut de gamme, l'alliage d'aluminium s'adapte facilement et c'est facile à organiser. Oui, donc on dit que c'est pour alléger, mais si on fabrique aussi l'alliage d'aluminium correctement pour la rigidité, elle devient très lourde. Donc je pense que beaucoup de gens se trompent un peu là-dessus. C'est un alliage d'aluminium, mais ils pensent juste que c'est de l'aluminium sans vraiment réfléchir à ce qu'on y ajoute. Voilà pourquoi ça change, mais en résumé, ce sont les docteurs et ingénieurs du fabricant qui choisissent d'utiliser ça dans les voitures haut de gamme. Donc comme ils partagent la même plateforme, la composition est similaire à celle de la Niro ou de l'Elantra dans cette catégorie. Oui, Le frein est aussi un disque de 294 mm maintenant, un disque simple à un piston. on a utilisé un étrier monopiston et ensuite Ce genre de guide de roue. la pièce aussi. Si vous regardez, c'est juste... Le matériau plastique fait que la zone à l'avant est un peu plus large, comme ça. Oui, Donc maintenant, ces matériaux adaptés à une petite voiture ne sont pas des structures d'insonorisation. ce genre de matériau, A été un peu utilisé. le fabricant est strict là-dessus. Une meilleure structure serait faite d'un matériau insonorisant plus souple. C'est là qu'on voit clairement la différence de gamme. C'est vrai, d'une certaine manière, c'est tout à fait normal, puisque tous les fabricants font ça, c'est exact. Regardons aussi l'arrière. Je vais aussi vérifier le train arrière. Cette fois-ci, ce qui a beaucoup changé, c'est le Seltos. Avant, si vous ne choisissiez pas la transmission intégrale, l'arrière était de type poutre de torsion. Transmission intégrale, première génération. Pour la deuxième génération, ils ont mis une suspension multibras, donc j'ai fait « Oh, mais ils ont encore un peu triché ici ». Il y a une entourloupe. Une entourloupe, oui. La traction avant essence utilise un essieu de torsion. C'est ça, on garde comme avant. Seule la version hybride, même en traction avant, a une suspension multibras. Donc ça veut dire qu'il faut acheter le modèle le plus cher. Achète le modèle le plus cher. C'est vrai que c'est un peu dommage. Tiens, Derrière, si vous regardez, derrière aussi, c'est la plateforme de la Compact K3. Et si vous regardez bien, qu'est-ce qui est écrit? Il y a écrit CN7, n'est-ce pas? notre CN7, ce n'est pas ça. Ça commence par 5, c'est ça. C'est compatible avec les pièces de l'Elantra. Oui, ils ont le même support. Le support seulement. Le boîtier de l'amortisseur diffère un peu.
Si jamais l'amortisseur est un peu différent selon le réglage du caractère de la voiture, c'est vrai, mais ce genre de support peut être utilisé ensemble. Si on regarde le système de pièces de cette voiture, c'est pareil pour le V3 et le V4 qui utilisent beaucoup de pièces marquées AA. Ah, oui. Ce sont des pièces compatibles avec la plateforme compacte. Donc même pour les barres stabilisatrices, celle de la CN7, l'Elantra, est montée à l'avant de le V3 et elles sont également utilisées de la même manière sur le V4. C'est ça, du point de vue du fabricant, c'est bien que ce soit compatible. Exactement, la marge s'améliore ainsi, non? Le prix ne baisse pas si facilement, n'est-ce pas? Les pièces qui sont identiques, mais les prix varient plus beaucoup. J'aimerais que tout baisse ensemble. Oui. Donc si vous regardez à l'arrière c'est juste un type standard. Ce n'est pas un disque de type solide, c'est un disque simple. Oui, Le solide est désormais un format double disque. c'est ça, maintenant c'est le type ventilé. 2 disques de type ventilé. Mais comme le poids est léger, normalement on utilise un type solide de nos jours. Donc si vous regardez à l'arrière, le pare-boue est simplement en plastique. Non, mais il y a une raison pour laquelle on utilise des pare-boues, des protections de passage de roue comme ça. Oui, c'est pour réduire le bruit qui remonte du sol. Oui, je pense que le bruit vient plutôt de l'arrière droit. Habituellement, on pense que ça vient de l'avant à cause du moteur, mais ce n'est pas le cas. Je crois que c'est l'arrière. En général, si on retire le pare-boue et l'insonorisant, à l'arrière coûte plus cher qu'à l'avant. Ils emploient un matériau dense et cher, c'est vrai. Le pneu tourne ici, et quand il frotte contre le sol, ce bruit de « wah » résonne à l'intérieur comme dans une caisse de résonance. Oui, c'est une structure qui produit un son résonnant. C'est pour ça qu'on met un pare-boue dans le passage de roue. Il y a même des citadines qui n'ont pas de pare-boue du tout, et dans certains cas, comme chez Chevrolet, c'est aussi le cas. Parfois, ils ne mettent pas ce pare-boue et appliquent à la place un traitement protecteur épais. Alors, comme on regarde souvent des voitures de bonne qualité, on parle aussi de support en aluminium. Maintenant, ce segment est une petite voiture, mais il y a un support en aluminium à cet endroit. Oui, les citadines n'ont pas ça là-bas. Non, elles n'en ont pas. Non, il n'y en a pas, oui. Non, il n'y en a pas. C'est ce qu'on appelle une petite voiture. Les petites voitures, en général, elles ont le plancher de la voiture comme ça, et il y a un grand trou au milieu. Ils font comme ça. L'amortisseur traverse avec un morceau de caoutchouc en haut et en bas, puis un simple boulon. Voilà pourquoi les petites voitures vibrent à cause du sol. Le bruit et les vibrations sont vraiment perturbants. Waouh, mais du point de vue d'une petite voiture, la citadine est vraiment bien. C'est vrai, comparé à ma Ray, celle-ci paraît vraiment une voiture de luxe. C'est une voiture de luxe? Oui, c'est ça, c'est bien. Bon, maintenant, regardons sous la voiture. Oui. Regardons le châssis complètement renouvelé. Mais en regardant, quand j'ai vu comme ça depuis l'arrière, eh bien le cache est bien mis. C'est du niveau le plus élevé au monde. C'est tellement bien caréné, sauf au centre, qu'on croirait presque une voiture électrique. Oui, ils ont tout couvert. Mais ce qui est un peu dommage, c'est qu'ils auraient pu faire quelque chose aussi pour le centre. Oui, waouh, ils ont vraiment soigné le carénage. Oui, donc en bas, avec cette protection, Comme élément décoratif, donc, pour les modèles Hyundai et Kia récents, à partir des voitures compactes, il y a un carénage intégral. en dessous, c'est comme sur une voiture électrique. Ici, sous le berceau avant, et ils l'ont aussi fait au centre. Oui, c'est ça. Cette voiture est aussi une hybride, non? Pour les hybrides, la consommation dépend surtout de l'aérodynamisme. La résistance du vent sous la voiture relève aussi de l'aérodynamique et du roulement. Il faut aussi réduire la résistance vers le bas. Comme vous le voyez, il y a un carénage complet, bien travaillé, et même à l'avant, malgré la petite taille de la voiture. Un volet d'air actif, un Active Air Flap, a aussi été ajouté. Est-ce que c'est équipé en haut et en bas? Oui, c'est fait en haut et aussi ici. Ah! Il y en a aussi de ce côté à l'intérieur. Donc maintenant, quand il a besoin d'air, ça se ferme? Oui, c'est pareil pour l'efficacité de préchauffage et la résistance de l'air. Les petites voitures ont un volet d'air actif. Il ne devrait pas y avoir ce genre de choses. Ça ne va pas. Alors, il n'y a pas non plus de cache sous le plancher. Il y a un cache. Non, la Morning et la Ray n'en ont pas actuellement. Le cache inférieur est un peu comme ça, oui. Un peu comme un bikini, ha ha ha, maintenant que j'y pense, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Je pensais que ça allait de soi. Pour les petites voitures, la Morning est pas mal, mais la forme de l'arrêt n'est pas liée au coefficient de résistance à l'air. Ha ha ha, très bien. Cette fois, la 3e génération de plateforme a été appliquée. C'est ça, donc si vous regardez l'ancien berceau de type H, le berceau allait solidement vers l'avant, puis traversait comme ça. Ah! Maintenant, puisque le chef d'équipe nous montre souvent le berceau, oui. Le berceau semble avoir les bras un peu écartés vers l'avant. Cette large structure est la plateforme de 3e génération des moteurs à combustion interne. C'est ça. La structure complètement carrée, c'est le GMP, c'est ça? Donc maintenant, ça devient comme ça, et forcément, les voitures sont entièrement renouvelées de nos jours.
Bien sûr, il y a les fonctionnalités, mais plus que la vitesse à laquelle elles sont intégrées, ou même leur intégration, c'est surtout pour répondre aux normes de sécurité et aux derniers standards des crash tests que beaucoup de modèles sont entièrement renouvelés. Oui. Il doit aussi passer les tests, donc il a adopté la plateforme de 3e génération. Des améliorations structurelles ont été faites pour obtenir un bon bulletin de notes. Oui, la cylindrée est faible, donc le moteur est petit, n'était-ce pas? Waouh, mais récemment, monsieur le chef, vous avez parlé de l'agencement. En regardant comme ça, même les petits modèles ne sont pas si petits. Ce n'est pas vraiment petit. La largeur ici est similaire à celle de l'Arcadia que nous avons vue hier. C'est similaire même en comparant. C'est parce que c'est un hybride, le moteur va jusqu'ici. Oui, c'est vrai, le moteur va jusqu'ici et il y a un moteur électrique ici. Moteur. Le moteur électrique prend cette place. Ah, c'est le moteur. Il y a aussi une boîte de vitesse. Oui. Lors de votre précédente intervention sur notre système hybride nouvelle génération, vous avez souligné que la technologie compte, mais l'agencement est encore plus crucial pour intégrer un maximum d'éléments dans la voiture. Au final, le packaging, c'est la technologie, car miniaturiser et intégrer une boîte de vitesse unifiée relève vraiment de la compétence technologique. Et bien sûr, une grande boîte de vitesse est plus grande qu'une petite, n'est-ce pas? Oui, car le couple admissible est plus élevé. Donc je ne le savais pas non plus. Ça veut dire que ça doit rentrer ici, dans ce châssis, c'est ça? C'est pourquoi la traction avant est difficile à produire. D'une certaine manière, il faut tout mettre ici. Parce qu'il faut tout mettre ici. C'est pour ça qu'on parle de la technologie de packaging, n'est-ce pas? Et puis, plus le poids est déplacé vers l'avant par rapport à l'axe central de nos roues, plus les performances de conduite de la voiture diminuent. Donc, il faut pousser le poids vers l'intérieur à partir du centre des roues avant. C'est pour ça, chez Volvo, qu'est-ce qu'on a fait? Même si c'est une traction avant, elle a un très long capot, une longueur factice. Oui. C'est vrai, mais on ne peut pas construire une petite voiture ainsi. Donc ce genre de packaging, avec l'évolution continue de la technologie, ne deviendra-t-il pas plus fin à l'avenir? Donc même si un berceau périmétrique a été appliqué, en réalité cette partie intérieure a pratiquement la même structure que le berceau en H traditionnel, c'est la même structure. Le moteur, la transmission et les supports forment une structure à 3 points. Où se trouve le support de transmission? Il y en a un du côté opposé, ici du côté opposé, on ne le voit pas d'en haut, il y en a un en haut du côté de la transmission. Il y en a un en haut côté moteur, on le tient là, puis le support central est au milieu. Il y a donc 3 points. Pour les véhicules plus puissants ou à couple élevé, ils sont fixés en 4 points. Parfois, on utilise 4 points pour mieux absorber les vibrations. Le diesel a un couple un peu plus élevé que l'essence, c'est bien ça ici aussi? N'est-ce pas? Pour les diesels, la Carnival et la Palisade ont 2 supports anti-basculement centraux. Ah, même pour le même modèle? Oui, ah. Alors, il y a un support anti-basculement central ici, et un autre du côté du moteur. Parce que la puissance est forte, le couple est élevé, donc vous voyez, il y a des voitures comme ça, ces modèles-là. Quand le système stop et start fonctionne, on a l'impression que le moteur d'un camion s'éteint brusquement. Non, la voiture vibre comme ça, oui, c'est ça. Ah, il y a une voiture ici. Ce support intègre une technologie impressionnante. Le cylind block du support anti-basculement est petit, adapté au faible couple de cette petite voiture. Maintenant que je comprends le roulis, je vois une grande différence. Le support anti-basculement est aussi assez petit et compact. Si vous regardez, on remarque d'emblée le système de direction. Il y a une direction assistée et comme c'est une petite voiture, il s'agit d'un système électronique sur colonne de type C. C'est quoi DPSC? Oui, c'est ça qui a été installé, c'est bien de ça que vous parlez, n'est-ce pas? Oh, mais en regardant, d'habitude quand on en parle, on distingue souvent les types C et R, mais peut-on les différencier par le dessous? Pas de moteur dessous, celui-ci est plus fin. Où? Sur quelle crémaillère? Ah, il n'y a pas de moteur attaché à l'engrenage. Ici, oui. Ah, c'est juste très compact et mince, et il n'y a que le pignon sur la crémaillère. Alors maintenant, le moteur doit être à l'intérieur. Alors celui-ci est de type C, oui, c'est-à-dire que celui qui est proche des roues, c'est le type R. Donc, c'est bien aussi pour la réactivité et la sensation, n'est-ce pas? Et contrairement au type R, sur le type C, le moteur est juste sous le volant. Oui. Donc on ne peut pas rendre le moteur plus grand. Que se passe-t-il si le moteur est un plus grand? La force de contrôle serait meilleure, n'est-ce pas? Donc si on le descend, il y a un peu plus d'espace ici. Donc pour le type R, on peut utiliser un moteur un peu plus grand. Il est donc surtout utilisé dans les voitures haut de gamme. Maintenant, le R utilisé dans les voitures haut de gamme et le R utilisé dans la publicité sont un peu différents. Donc pour ce type R aussi, est-ce que seul le moteur est sur la crémaillère? C'est juste la position du moteur qui est sur la crémaillère, c'est ça? Est-ce que c'est juste ici? Le R est identique au C, seule la position diffère. Est-ce bien le cas? Sur cette note-là? Maintenant, le système à vis à billes à courroie. Le système à vis à billes, oui. Donc maintenant, les systèmes utilisés dans les véhicules haut de gamme, ce sont les véritables type R.
Pour les voitures coréennes, comme la Genesis, ils sont utilisés à partir de la Palisade et de la Genesis, la Palisade, et pour les voitures importées, beaucoup utilisent également ce système. Donc, quand on parle de direction lâche, c'est à cause du système des modèles bas de gamme. Il faut sans cesse corriger la trajectoire, même pour le type R qui utilise aussi le système à vis à billes, comme les modèles haut de gamme. J'étais curieux à ce sujet. Et actuellement, on voit bien la barre stabilisatrice comme ça. Mais ce qui est un peu dommage, oui, c'est ça. À l'époque de la Dolphin, même si c'était une voiture bon marché, Ah, vous parlez de ça. C'était en alliage forgé à l'époque. Ah, C'est vrai, il y avait aussi une différence ici, n'est-ce pas? Oui. il y a une différence dans la force d'amortissement. Quand ça tape sur la route, il faudrait que ça diminue, mais pour les petits modèles, c'est ainsi. Maintenant, notre regard change un peu. Si c'était l'ancien Seltos, j'aurais dit « mais comme le prix a un peu augmenté, je m'attendais à ce qu'il y ait des éléments plus haut de gamme. C'est un peu dommage. » En fait, ce qu'il y a là-dedans, c'est justement ça, n'est-ce pas? C'est un cylindre bloc. C'est un cylindre bloc de barre stabilisatrice. Aujourd'hui, les voitures ont des bagues en métal. Vous voulez toucher? Oui, ici. Oui, il y a du métal à l'intérieur. Une fois le stabilisateur assemblé ainsi, il n'y a plus de friction. Avant, quand le stabilisateur était cassé, ça faisait un bruit de sabot, clac, clac, clac. Et comme vous pouvez le voir maintenant, la partie qui entoure ici est en aluminium, ce qui améliore encore plus le confort de conduite. Maintenant, sans frottement, la durée de vie est très longue. Mais ce modèle avec une partie en métal est utilisé, et l'inconvénient de cette cylindre bloc métallique est un fort amortissement. Oui, comme il maintient fermement la pièce, la durabilité est bonne. Donc, à cause de cela, que font-ils ? Sur les voitures haut de gamme, ils ajoutent parfois un balance-tube, où ils recouvrent avec un alliage, et parfois, au lieu de le fixer directement au berceau, ils ajoutent un support supplémentaire et montent le cylindre bloc dessus. Pour réduire autant que possible la transmission des vibrations à l'intérieur de l'habitacle. Ah, d'accord. Donc si vous regardez dans l'ensemble, les petites voitures comme l'Elantra, le Niro, le Kona utilisent pratiquement les mêmes pièces interchangeables. Dans la catégorie des petites voitures, elles ont ce châssis. Vous pouvez le voir ainsi. Donc par rapport à avant, c'est quand même une bonne structure, c'est une bonne structure. Oui, mais ce qui est un peu dommage, c'est que ce nouveau Seltos semble un peu plus doux. À l'avant, oui, ici le porte-moyeu est en aluminium, même pour une petite voiture. Waouh, oui, ils ont vraiment vu grand. Oui, ils ont utilisé de l'aluminium pour le porte-moyeu. Aujourd'hui, même les petites voitures coréennes ont des porte-moyeux en aluminium, c'est désormais une base standard. Alors, ça m'a soudainement rendu curieux. Les petites voitures où? Aujourd'hui, vous aimez vraiment les petites voitures. Ici, il n'y a pas de pièces de petites voitures, c'est de la fonte. Non, en général, les petites voitures sont souvent mal perçues comparées aux modèles moulés, ce qui amène à se demander si c'est la norme. La K5 et l'hybride, eh bien, leur gamme de prix se chevauche. La K5 est une intermédiaire, c'est ça? Oui, mais lui utilise aussi un bras inférieur en aluminium, avec un confort et une maniabilité encore plus haut de gamme. Niveau prix, c'est similaire, mais la K5 reste un peu différente, non? Pour être honnête, il y a des compacts, des intermédiaires, mais ce n'est même pas une semi-intermédiaire. Comme l'a dit le chef d'équipe, il suffit de choisir, personne ne vous force, c'est votre décision. C'est aussi ça, le coût d'opportunité. Oui, les biellettes, les rotules, etc. sont simplement en fonte. C'est aussi lié au porte-moyeu et à la direction, pas vraiment à la biellette. C'est juste solide. Chef d'équipe, à quoi sert cette biellette, hein? Quand tu tournes le volant, cette pièce tient le pivot et, en tournant le volant depuis le dessus, elle dirige le pivot comme ça, donc ça fait la direction. Si jamais il y a des chocs ou des vibrations ici, ça va se transmettre à travers toutes ces connexions et ça va finir par se concentrer sur la barre principale, oui. Donc ça va passer par la barre principale, entrer dans l'habitacle et remonter jusqu'au volant. C'est pour ça que, si tu regardes ici sur la barre principale, tu vois qu'on utilise des silent blocks. Silent bloc du berceau, oui. Ce silent bloc est utilisé sur le berceau, mais il semble petit, non. Il vaudrait mieux un plus grand et un matériau qui réduit mieux les vibrations. Il y a donc des différences à ce niveau, oui. Vous aimez les écrans thermiques? Les écrans thermiques. Oui, je pense qu'il existe aussi des différences selon la catégorie. Ici, on pouvait aussi utiliser de l'aluminium, mais doit-on le considérer comme un matériau bon marché? Oui, on peut voir ça comme ça. Oui, non, ils ont mis un renfort au milieu, ils ont aussi fait en sorte qu'on puisse le monter, et puis ce genre de petites choses, c'est assez minimaliste, j'aime bien l'idée. C'est ça. Ici, ils n'ont pas soudé, mais utilisé un collier. Ici, ça ressemble à un réservoir de carburant, pourquoi l'avoir mis là? Ici, il y a le système d'échappement. Ah, parce que c'est chaud? Oui, c'est chaud parce que ça reçoit de la chaleur. Ce réservoir jaune est aussi tout petit. Il est plutôt petit? Oui, il est petit, oui. Alors regardons l'arrière. Oui. Si vous regardez à l'arrière, le multibras, pour l'hybride, il est appliqué aussi bien dans 2 roues motrices qu'en 4 roues motrices. Ensuite, pour l'essence, seul le modèle à 4 roues motrices dispose du multibras.
Donc seule la transmission intégrale en est équipée. Mais cette structure est compatible avec presque tous les véhicules comme l'ancienne i30, le Niro, le Veloster, et même jusqu'aux EV3 et EV4. Oui, mais en regardant, chef, pourquoi ce ressort est-il placé à l'intérieur comme ça? C'est une traction avant, non? Oui, plus on baisse le ressort, plus le plancher de l'habitacle est bas. Ah, c'est juste pour gagner un peu plus d'espace intérieur. Que ce soit sur le Sportage ou sur celui-ci, il cache une spire du ressort jusqu'en bas du bras inférieur. C'est cette partie-là qui est actuellement insérée. C'est ça. Mais les constructeurs à traction avant vont-ils comprendre? Je l'avais dit lors du test du Grand Koleos 4e génération. Oui, c'est exact. En abaissant cette position, on baisse le plancher de l'habitacle, et dans une voiture, 1 centimètre compte beaucoup. Oui, pour pouvoir faire ce genre de choses, c'est justement une question de technologie de conception. Ce genre de structure, oui. Et vu la gamme, c'est bien d'avoir ce type de multibras. Le berceau aussi, oui. Oui, c'est sûr que celui-ci est un peu plus. Un peu plus solide? Oui. Alors chef, Nous vous posons la question sur la version 2 roues motrices, car elle est équipée d'un essieu de torsion. Il y a une longue barre d'un côté, n'est-ce pas? c'est ça, le type à essieu de torsion. Essieu de torsion, alors est-ce qu'il y a une différence extrême? Pour quelqu'un qui achète une voiture pour la première fois, est-ce qu'il ne faut surtout pas l'acheter? C'est ce que ressentent les personnes qui conduisent actuellement une Seltos. Les conducteurs avec un essieu de torsion sont rarement mécontents. Mais avant, on avait l'impression que c'était vraiment un gros problème. Je faisais les trajets domicile-travail en ville à ce niveau, mais certains prennent aussi des routes de montagne ou des chemins pleins de nids de poules. Y a-t-il une grande différence entre ces deux suspensions? C'est vrai que le multibras offre un meilleur angle d'appui de la fusée sur la surface de contact du pneu avec la route. Théoriquement, Alors, dans l'extrême, on franchit un dos d'âne, c'est beaucoup de... donc partout, Certains pensent que le bruit sourd vient de la chute, mais même une suspension multibras produit ce bruit si on passe trop vite. à quoi ça sert d'aller vite? Oui, il n'y a pas vraiment de solution, mais si on en est conscient et qu'on passe doucement, c'est similaire. Juste si on roule à environ 30 km/h? Donc ce n'est pas parce que c'est un multibras que c'est forcément bien, et ce n'est pas parce que c'est une essieu de torsion que c'est forcément mauvais non plus. Ah, on a vraiment souvent ressenti ce que ça veut dire. Le multibras a parfois été moins performant que la essieu de torsion, non? Il possède aussi une suspension multibras, mais avec un réglage bien plus souple. Il faut reconnaître les différences structurelles, mais l'essentiel est d'optimiser les réglages en conséquence. Alors, ils ont aussi bien fait les choses, c'est ça? Et comme c'est pareil sur ce genre de véhicule, on peut dire que le multibras est quand même un peu mieux que l'essieu de torsion, n'est-ce pas? Ils auraient dû mettre le multibras sur la version essence, c'est dommage. Oui. Et puis à l'arrière aussi, il y a des porte-moyeux, de l'aluminium. Oh, c'est vrai. Ici, il y a de l'aluminium, pas de porte-moyeu, et le bras tiré. Le bras tiré est fixé en 2 points, ainsi. Le châssis est installé ainsi et sort de cette façon, mais pourquoi le porte-moyeu et le bras tiré sont-ils reliés? C'est aujourd'hui la structure la plus fréquente pour les véhicules à traction avant, la forme de base. Avec cette structure, alors, Quel est le rôle du bras tiré? le bras tiré sert d'axe de soutien. L'axe de soutien, oui. Ah! Ça maintient bien le côté du porte-moyeu? Comme vous le voyez, il ne sort qu'horizontalement de la traverse. Horizontalement, oui. S'il sort horizontalement, il va bouger d'avant en arrière. C'est le bras tiré qui l'en empêche. Ah, la direction, oui. Ah! Plus cette capacité ou solidité est élevée, meilleure est la stabilité en ligne droite. C'est vrai pour la stabilité en ligne droite et le maintien de l'alignement arrière selon la charge. Les petites voitures ont ces caractéristiques. Aujourd'hui, j'ai pu en prendre conscience. J'ai essayé la Seltos et en la conduisant, je me suis dit « Hein ?» Donc, avec la plateforme de 3e génération, il y a eu du changement. Mais il y a une chose qui me préoccupe, c'est évidemment le prix. Si on regarde un prix autour de 35 millions de wons, on commence à voir la Sportage apparaître. Comment choisir? Si vous achetez en version essence, alors choisir dans la tranche des 30 à 35 millions de wons, c'est très bien. Oui, pour le rapport qualité-prix. Ah, Je recommande de choisir une finition intermédiaire avec le moteur essence 1,6 turbo et d'ajouter uniquement les options nécessaires. Si vous envisagez d'acheter une hybride, honnêtement, à moins que vous ne teniez absolument à la Seltos, je vous conseille aussi de jeter un œil à la Niro. parce qu'elle est aussi moins chère. La Kona aussi. C'est pareil? Ah. C'est vrai. La Kona est aussi beaucoup moins chère. Il y a des restrictions, n'est-ce pas? Oui. La Kona utilise la même plateforme que la Kona électrique, mais coûte bien moins cher. La Kona semblait également un peu plus vive. Faites le même calcul, c'est pareil, alors voyez aussi la Kona. Oui. Et puis le Sportage, dont les prix se chevauchent un peu, une finition intermédiaire. Et la Prestige, ce genre de choses, c'est pas mal. Vous pouvez même envisager la finition noblesse. Si le prix augmente un peu, il vaut mieux réfléchir prudemment à l'achat, car il y a beaucoup d'alternatives. Je pense donc qu'il vaut mieux essayer les modèles en dessous ou au-dessus. Oui, c'est ça.
Et si ce n'est pas forcément cette voiture, je vous conseille d'essayer la K5 hybride. La K5 est d'un niveau différent. C'est vraiment une toute autre catégorie. C'est vrai, à moins d'être absolument quelqu'un qui ne veut qu'un SUV, oui c'est ça. Parce que si vous devez dépenser 40 millions de wons, alors je vous recommande vraiment d'essayer la K5. Je suis tout à fait d'accord avec ça, je le dirais même un peu différemment. Pour commencer, il est logique de choisir une petite voiture, principalement en fonction du prix, c'est vrai. En 2019, lorsque le Seltos se vendait très bien, la version essence à traction avant coûtait dans les 29 millions de wons, mais maintenant, si l'on regarde la version hybride, elle atteint jusqu'à 43 millions de wons, ce qui me semble vraiment cher. La voiture que j'ai vue aujourd'hui m'a impressionné par son intérieur et son design extérieur. Mais ce qui ne change pas, c'est que ce constructeur reste si intelligent qu'il ne peut le dissimuler malgré le confort de conduite au niveau du plancher. Confort de conduite NVH. NVH, Le NVH s'est un peu amélioré. c'est devenu meilleur? Ça s'est un peu amélioré et le confort de conduite aussi. En ajoutant ces jantes de 19 pouces, ils ont réglé la voiture pour qu'elle soit un peu plus douce, mais cette douceur n'était pas si agréable que ça. Qu'avez-vous pensé du nouveau Seltos aujourd'hui? J'ai testé les deux véhicules la dernière fois. Le turbo essence m'a procuré une sensation vive, presque masculine, alors que l'hybride me semble plus apprécié par les femmes. C'est très doux, n'est-ce pas? Donc, en conclusion, il faut absolument essayer les deux véhicules. Et si vous testez le Niro, le Kona, et même le Sportage que le chef a recommandé aujourd'hui, vous atteindrez le niveau de la K5, je pense que vous ne le regretterez pas. Chef, merci beaucoup d'être resté jusqu'à cette heure tardive aujourd'hui. Disons au revoir ensemble. Oui, merci, merci. Recevez vite des infos précises sur les nouveaux véhicules. Merci.